Et nous allons parler de la façon dont les données statistiques sont collectées, la nature de ces données, pour ce qui est des accidents. Ce qui est essentiel pour comprendre les causes des accidents de la route et pour mener donc une politique efficace en matière de sécurité routière, c'est le recueil des données statistiques lors d'un accident. Les données disponibles au niveau national sont souvent incomplètes aujourd'hui, parce que c'est pratiquement seulement les comportements des automobilistes qui sont pris en compte. Donc on a accessoirement une politique de sécurité routière axée sur le volet répressif, puisqu'on tient compte essentiellement du comportement, du mauvais comportement ou des fautes de comportement des individus impliqués dans les accidents pour expliquer l'origine des accidents. Alors qu'il existe d'autres facteurs accidentogènes qui ne sont pas mesurés. Et parmi ces facteurs, il y a l'état des routes et de ses équipements. Alors concrètement, pour dresser un peu le panorama des choses, comment sont construites aujourd'hui les statistiques d'accidentalité en France, Christian Machu? Bonjour, merci de m'avoir sorti de ma retraite pour me replonger dans ce domaine que j'ai pratiqué pendant plus d'une trentaine d'années. Et que vous connaissez très bien. J'essaie, effectivement. Alors, pour ce qui concerne... j'ai déjà entendu pas mal de critiques sur les statistiques de l'accidentalité routière. Je crois qu'ils sont pas si mauvais qu'on veut bien le dire. J'en veux pour preuve que les statistiques actuelles de la sécurité routière ont reçu l'agrément de l'autorité statistique française qui a été mis en place il y a 3 ans. Avec les difficultés qu'on connaît sur la statistique en général. C'était d'ailleurs une obligation européenne d'instaurer une autorité statistique dans chaque pays. Alors comment se construit l'accidentalité et la statistique de l'accidentalité en France? Comme vous le savez, ce sont les forces de l'ordre qui constatent l'accident. En théorie, le conducteur doit d'ailleurs appeler et saisir les forces de l'ordre qui doivent être présentes sur le terrain pour faire les relevés et regarder les témoins et prendre leurs adresses, puisque la mission première des forces de l'ordre, c'est établir une responsabilité au regard de l'accident. Donc lorsqu'ils rentrent dans leur commissariat ou dans leur brigade de gendarmerie, ils établissent un procès-verbal qui est donc une pièce maîtresse pour tout ce qui concerne les assurances et les recours juridiques. En même temps, ils font un recensement rapide des accidents. Et donc, on appelle ça dans notre jargon les remontées rapides. Donc, toutes les accidents, toutes les données accidents remontent via les préfectures au ministère de l'Intérieur maintenant. Et donc, ce qui permet d'établir des statistiques mensuelles que vous entendez régulièrement dans la presse et dans les médias. Donc, c'est le bulletin mensuel des accidents. Donc, comme vous savez, par exemple, le résultat au mois de septembre n'était guère brillant, avec une augmentation de la mortalité de 30 et quelques %. Donc, cette statistique est une estimation, puisque vous savez que le nombre de tués est calculé sur la base de 30 jours. Et donc, c'est une extrapolation des remontées d'accidents que peuvent faire les forces de l'ordre. Parallèlement donc au procès-verbal, ils réalisent ce que nous appelons dans le jargon un bulletin d'analyse des accidents corporels. Donc c'est ce bulletin d'analyse qui contient en fait toutes les informations utiles sur les accidents. Alors là, c'est une précision qu'il convient de donner. Non, on ne peut pas parler de cause de l'accident sur ce bulletin d'analyse des accidents. Ce bulletin d'analyse des accidents est descriptif des éléments de l'accident. Il va vous décrire le lieu, le véhicule et les usagers, mais il ne va pas rentrer dans les facteurs, puisqu'on a parlé tout à l'heure de facteurs déclenchants d'un accident et des facteurs contributifs d'un accident. Non, les forces de l'ordre constatent éventuellement quelques éléments de facteurs de comportement liés à la fois usagers et véhicules, d'ailleurs, qui sont vraiment manifestes. Mais on ne peut pas dire que c'est le rôle des forces de l'ordre, en tout cas, ils n'ont pas forcément le savoir-faire, que de faire une analyse précise et détaillée des circonstances de l'accident et de recueillir tous les facteurs constitutifs de l'accident.
Donc ça, pour cette approche-là, il faut avoir recours à des équipes spécialisées. Mais je pense qu'on en reparlera lorsque vous me poserez on en reparle tout de suite. On en reparle tout de suite. Avant, je préfère finir sur ces fiches. Donc, ce bulletin est remonté à l'Observatoire national de la sécurité routière. Il fait l'objet d'un premier contrôle de qualité. Il faut savoir qu'il y a une définition précise et réglementaire de ce que c'est qu'un accident corporel. Donc, ce qui doit rentrer dans les statistiques ou ce qui ne peut pas rentrer dans les statistiques. Il faut que ça soit un véhicule motorisé. Il faut que ça soit un accident qui ait lieu sur une voirie publique, ouverte au public. Par exemple, les accidents sur les voiries privées ne sont pas comptabilisés dans les statistiques pour ce qui concerne la France. Il faut qu'il y ait un blessé corporel, sachant que l'estimation ou l'évaluation de savoir s'il y a effectivement blessure ou non est aussi sujet à interprétation. Donc, il y a au niveau d'observatoire un classement ou un déclassement d'un certain nombre d'accidents qui remontent par les forces de l'ordre pour définir si cet accident rentre dans les critères définis par la réglementation. Ensuite, il y a un deuxième contrôle qualité qui est réalisé par les observatoires départementaux de sécurité routière. Et l'ensemble de ces fiches constitue ce qu'on appelle le fichier national des accidents de la route. Et c'est sur cette base-là que se font les analyses statistiques de l'accidentalité, qui sont des analyses descriptives et uniquement descriptives, et non pas des analyses qui permettent de comprendre la réalité des accidents. Mais auparavant, il y avait des enquêtes qu'on appelait réagir, c'est cela, exact, qui analysaient précisément la cause de l'accident et qui était déclenchée, je crois, de manière très systématique et transmise aussi de manière systématique. Aujourd'hui, c'est remplacé par des enquêtes ECPA, c'est exact, oui, de leur petit nom, qui sont facultatives, pas forcément transmises. Il y a moins de transparence, moins d'approfondissement dans l'analyse statistique des causes des accidents. Du constat que le fichier BAC, le fichier national des accidents, ne pouvait pas rendre compte des facteurs d'accident, mais simplement était descriptif de l'accidentalité, dans les années 80, s'est déclenché le programme, ce qu'on appelle le programme Réagir. Oui. Et ce programme Réagir constituait à faire des enquêtes pratiquement systématiques sur tous les accidents mortels ou graves déclenchés par les préfectures, par une enquête, par des enquêteurs qu'on appelait à l'époque les inspecteurs de sécurité routière. C'est sur ces enquêtes qui ont duré pendant une quinzaine d'années, oui, que l'on a pu recueillir l'ensemble de ces facteurs, puisque la grille d'analyse de l'accident reposait sur trois grands facteurs: le facteur humain, le facteur véhicule et le facteur infrastructure. Et c'est sur l'exploitation de toutes ces enquêtes que l'on connaît la répartition et la part des différents facteurs. Ça a été évoqué tout à l'heure. Le seul ennui, c'est que ça date de 1995, ce genre d'évaluation. Depuis, il n'y a pas eu d'autres évaluations que celle-là. Donc, pour résumer, on estime, et ces enquêtes Réagir estimaient que 80 à 90% le facteur humain était présent dans 80 à 90% des accidents mortels. Sachant que la survenance d'un accident est souvent multifactorielle. Ce n'est pas parce qu'il y a le facteur humain qu'il n'y a pas d'autres facteurs. Il y avait entre 40%, 30 à 40%, le facteur infrastructure qui se partageait à égalité entre un problème de conception de la route et un problème d'entretien. Donc à l'époque, c'était à peu près 20%, 20%. Oui, et il y avait, c'est énorme. Et il y avait le facteur véhicule qui était de l'ordre de 15%. Alors depuis, pour le véhicule, vous savez qu'il y a le contrôle technique obligatoire. Donc on voit bien que cette répartition a probablement a évolué depuis les années 90. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles enquêtes Réagir développées depuis les années 2000, notamment depuis l'arrivée des contrôles radars, qui ont modifié un petit peu le spectre des comportements, si je puis dire, pour avoir une meilleure connaissance de cette répartition des facteurs. Parce que là, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on est dans une absence de remontée concrète et statistique du terrain. Excusez-moi, c'est un peu ennuyeux. Nous ne sommes pas dans la même nature de statistiques, si je puis dire. Les statistiques issues de l'Observatoire sont des statistiques, je dirais, avec une certaine routine pour donner des ordres de grandeur globaux sur l'accidentalité.
Pour avoir des enquêtes de ce type-là, il faut des moyens qui ne sont pas de même nature. Nous sommes presque dans le domaine de l'étude et de la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a que deux organismes à ma connaissance qui continuent à faire des études détaillées de bonne qualité. Il y a nos collègues de l'IFTAR qui sont basés au Salon de Provence et le laboratoire d'accidentologie Renaud Peugeot. Tout à fait. Maître Brandon, je vous voyais opiner du chef. Vous partagez cette analyse ? Oui, sur les statistiques, je trouve que c'est regrettable effectivement qu'il n'y ait pas des statistiques plus régulières en attendant sur les causes des accidents de la route. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a probablement la disparition de certains facteurs, enfin l'amoindrissement de certains facteurs, notamment l'état des véhicules par effectivement les contrôles techniques obligatoires. Mais je suis pas certaine que si aujourd'hui on arrivait à faire de nouvelles statistiques sur les causes réelles des accidents de la route, on améliorerait les chiffres sur l'impact des infrastructures. Je pense que on est probablement dans quelque chose qui est assez important encore aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que souhaite le syndicat des équipements de la route, avec 2 propositions concrètes à la clé. Vous avez compris que sur chacun des thèmes, il y a un lot de 2 propositions faites par le SER pour apporter donc plus de vérité, de pertinence et de caractère exploitable aux chiffres de l'accidentalité et de ses causes. Le SER propose d'intégrer les critères liés à l'état de la route ou de les réintégrer dans les statistiques d'accidents, et puis de nouveau avoir une généralisation des enquêtes techniques indépendantes telles qu'elles existaient auparavant, des enquêtes réagir. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce thème ? Oui. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, bon, comme ça a été dit, il faut pas. Quand vous allez faire des statistiques avec les fichiers BAC, vous allez mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler des non-conformités. Si par exemple on retient des paramètres sur la signalisation, mais le fait de mettre en évidence ces non-conformités ne veut pas dire que ça soit la cause des accidents. Si je prends par exemple le cas de l'autoroute A15, aujourd'hui, quand on fait des statistiques d'accidents, on s'aperçoit qu'en termes de nombre d'accidents, surtout là, sur la partie près de la 86, on est au-dessus des moyennes régionales. Bon. Si ensuite on regarde d'un peu plus près, alors c'est des choses que j'ai demandées parce que je suis responsable sur le secteur Île-de-France, qu'on regarde d'un peu plus près la signalisation et notamment la conformité aux règles de signalisation en termes de mention, de positionnement par rapport aux échangeurs. Probablement, on va mettre en évidence qu'il y a trop de mentions, que la signalisation est confuse, et c'est sûr que ce n'est pas favorable à la sécurité routière. Alors, peut-être que suite à ça, si on met en évidence ça, on va traiter le sujet, on va remettre des tas de panneaux, pour le plus grand bonheur du SER. Mais peut-être qu'à l'arrivée, on n'aura rien résolu du tout. Parce que peut-être qu'à l'arrivée, la cause des accidents, c'est pas parce que cette signalisation est pas forcément idéale, c'est pas forcément la cause. La cause, si ça se trouve, c'est tout simplement qu'on a trop d'échangeurs rapprochés avec un niveau de circulation trop important. Donc il ne faut pas confondre la statistique qui va mettre en évidence des choses. Elle va simplement mettre en évidence ces choses. On ne peut pas le relier forcément à la cause des accidents. La cause des accidents, elle ne peut venir que d'une analyse approfondie de chaque accident. Vous allez regarder les circonstances, le comportement du véhicule, l'infrastructure, etc. Et là, ça ne ressortira pas des fichiers BAC. Ça ressortira d'une analyse au cas par cas de chaque accident. Alors ensuite, donc confère les enquêtes réagir. On pourrait dire que les enquêtes réagir, c'était un peu leur rôle. Alors, on a l'air de dire qu'aujourd'hui, on est dans le néant total. En tout cas, sur le réseau routier national, ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on appelle le programme sûr, c'est-à-dire qu'on identifie les itinéraires qui sont les plus dangereux. Et sur ces itinéraires, on met des enquêteurs qui doivent avoir des qualifications, c'est exigé par la réglementation européenne. Et ces enquêteurs analysent les PV d'accidents pour voir et classent les accidents par famille et ils regardent d'une manière précise la cause des accidents. Donc quand on dit qu'aujourd'hui il n'y a plus rien depuis réagir, je dis c'est pas vrai, en tout cas sur le réseau routier national. Et puis dernier point, vous parliez de l'ISTAR, je crois que c'est important, c'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui quand on essaye de... C'est très dur de déterminer les causes des accidents, évidemment. Enfin, il y a des cas où c'est évident, il y a des cas où c'est moins évident. Et c'est sûr que des recherches comme le fait l'ISTAR, avec des véhicules qui permettent, avec des capteurs qui permettent d'enregistrer les paramètres de circulation des véhicules, c'est quelque chose de très très important pour pouvoir comprendre ensuite les accidents. Donc je pense que
pour aller plus loin dans la sécurité routière, ça passe par l'observation des accidents, évidemment, mais ça passera aussi, je pense que c'est une orientation très intéressante, comme le fait l'IFSTAR avec le programme Est-ce-Vrai, de faire toute l'analyse des presque accidents à partir d'une flotte de véhicules ou tout simplement avec les téléphones des personnes. Non, simplement une précision. D'abord, le fichier BAC n'apporte aucune information sur la conformité ou non de certains éléments de signalisation ou d'infrastructure. Par contre, il donne simplement des éléments descriptifs sur l'infrastructure qui peuvent être exploités statistiquement. C'est-à-dire, il donne des informations sur le tracé en plan. Donc, est-ce que les accidents ont lieu en virage ou en ligne droite ou que sais-je. Le tracé en long, donc est-ce que c'est en haute-côte ou que sais-je également. Les obstacles, puisque ça paraît être un enjeu important en matière de sécurité routière. Donc, il y a tout un relevé sur les obstacles heurtés et notamment les glissières de sécurité, bien qu'on ne soit pas forcément spécifié si c'est quel type de glissière de sécurité, mais on peut après approfondir la question. L'éclairage également, on sait si l'éclairage public était éteint ou allumé ou que sais-je. Ça, c'est ma première observation. Sur la deuxième observation, c'est sur la signalisation et la qualité d'infrastructure en général. Il y a deux écoles qui ont émergé dans les années 90. Une première école qui se fondait sur l'accident pour mieux comprendre et agir sur l'infrastructure. Et une autre école qui se fondait même sur l'observation même de l'infrastructure en se basant sur la connaissance acquise sur la sécurité des routes et des rues. Et à l'époque, nous étions en 90, 95, il y avait l'idée d'introduire un contrôle obligatoire de la signalisation par un organisme indépendant et un contrôle obligatoire même des voiries existantes. Et là, ce projet a échoué. D'autres associations... Ce serait intéressant de remettre ce projet sur les rails. D'autant plus qu'il était totalement opérationnel à l'époque. D'autres organismes, à l'identique de l'Euro NCAP, il s'est mis en place au niveau européen l'Euro-RAP, qui était une technique d'évaluation de la qualité, du point de vue de la sécurité routière, de l'infrastructure, en se fondant sur donc, la connaissance même que peuvent avoir les ingénieurs de sécurité routière de l'infrastructure, indépendamment du fait qu'il y ait eu ou non un accident. Puisqu'on connaît très bien, je dirais, la rengaine, qu'est-ce que vous attendez pour agir vous attendez qu'il y ait un accident. En fait, on connaît les configurations. Il peut y avoir un accident à un moment ou à un autre. Donc voilà des pistes de progrès, à mon avis, qui restent encore à explorer. Des questions sur la façon dont les données statistiques lors des accidents sont relevées, collectées, analysées, des questions ou des observations, simplement? Oui, un commentaire sur l'infra. C'est vrai que dans les années 90, comme vient de le dire monsieur, on était très en pointe sur les indices de qualité des infrastructures. Il y a quelques pays qui le font, notamment sur l'UNI. Alors, dans les travaux de l'IFSTAR, il y a quand même des choses qui ont été intéressantes ces dernières années, notamment en matière d'UNI longitude, d'UNI, où là, un portable aujourd'hui peut devenir un capteur qui va décider de ce que c'est que l'UNI infrastructure. Donc, en ayant des véhicules traceurs et en ayant des informations là-dessus, on peut avoir des informations sur la géométrie. Sur le frottement, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, si on veut équiper quelques véhicules traceurs dans des zones de freinage pour voir statistiquement qu'est-ce qui se passe, on peut avoir des informations globales. Alors, ce ne sera pas la finesse d'une mesure d'expert avec un véhicule calibré, etc. Mais ça peut donner des informations globales sur l'état d'un réseau. Donc là, c'est certain que pour avoir une image de l'infra, on peut progresser à travers la transmission d'informations entre véhicules traceurs et un organisme qui centraliserait ces informations. Donc je crois que là, il y a une grosse marge de progrès pour quelque chose qui ne coûte pas cher. Et là, on peut avoir une bonne information du réseau. Si demain, vous avez une route verglacée, vous saurez tout de suite qu'il y a une formation de verglas parce que vous n'aurez plus d'adhérence, parce qu'au premier coup de frein, votre système automatique de freinage va se déclencher et il va transmettre une information. Donc il y a plein de choses qui existent, mais que l'on n'exploite pas pour l'instant et que l'on peut exploiter. Mais avec les nouvelles technologies, donc de nouvelles manières. Tout à fait. Et là, on est encore dans la route parlante, intelligente, communicante. La communication, voilà, tout à fait. D'autres remarques, suggestions ou points de vue, commentaires sur ce thème?
Ouais, sur ce sujet, moi je rejoins un peu ce que disait Christian Machu tout à l'heure, d'avoir des tendances. Je pense que les statistiques ne doivent pas servir à traiter des cas par cas, totalement identifiés, mais bien des tendances. Moi j'aimais bien ce concept il y a quelques années, qui était celui de la route qui pardonne. Je veux dire, on est toute une communauté ici qui avançons pour essayer d'améliorer la sécurité sur les routes. À un moment donné, il faut aussi que l'on fasse en sorte que quelqu'un qui fasse une erreur, qu'un véhicule qui ait un problème, que des conditions climatiques délicates amènent un accident, soit ces causes d'accident, on puisse, on l'a bien évoqué avec la Fédération française des motards en colère, éviter la catastrophe. On est là pour ça. Quand je vois qu'on met encore des obstacles fixes sur des plans, mais le dessinateur qui fait ça et le chef qui l'accepte, à un moment donné, il va falloir qu'il réponde de son acte. On a des armes sur le bord de la route, c'est, je pense encore, je n'ai pas les statistiques exactes, mais on doit encore être à 30% du nombre de tués sur les obstacles latéraux fixes. Enfin, ils sont sur des plans. Il faut que l'on arrête. Alors on peut jongler, on peut discuter, on peut dire un mot à droite, à gauche, essayer de faire... Mais traitons ça. Traitons ça. Enfin, c'est quand même incroyable. Moi, je vous assure, j'en parle en toute connaissance de cause, j'étais au syndicat des équipements des routes à l'époque, et je m'occupais des dispositifs de retenue. On a essayé de monter ça. Et on s'est connus avec Christian à ce moment-là. Je me rends compte que 30 ans après, on en est toujours là. Et 30 ans après, si on fait la somme du nombre de tués sur des obstacles latéraux fixes, encore une fois, qui sont identifiés, je crois qu'on peut avoir honte. Là, vous n'aviez pas prévenu que vous alliez faire un coup de gueule, mais je pense que c'est fait. Ouais, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en face de nos responsabilités. Si on veut avancer, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Mais on peut plus discuter. Enfin, je veux dire, bon, je laisse peut-être la parole à la Fédération des motards en colère. Je pense qu'ils le comprennent totalement. Oui, je partage totalement cette vision de la route qui pardonne. Je voudrais quand même attirer à vous tous, spécialistes de l'équipement, votre attention sur un gros paradoxe. C'est qu'en sécurité routière, plus vous augmentez le confort et plus vous augmentez la sûreté, et plus la vigilance de l'usager, elle baisse. Et en fait, vous vous maintenez pratiquement au même niveau d'accident, parce que les causes principales des accidents, elles sont comportementales et elles sont rarement techniques. Donc à chaque fois qu'on met de la technique, il faut réfléchir à ce que ça implique sur le comportement de l'usager. Sur une route sûre, quelqu'un relâche sa vigilance, il réduit sa marge de manœuvre, il augmente insensiblement sa part de risque sans s'en rendre compte, et quand il y a un incident qui se produit, il n'est pas en mesure de réagir. Eh bien, merci beaucoup à tous. Jean-Bernard Conrad, peut-être un petit mot de conclusion ? Oui. On a, dans mon introduction, j'avais dit que le livre blanc là, qui a été établi à cette occasion sera présenté dans les semaines qui viennent aux candidats à l'élection présidentielle. Donc nous allons nous rapprocher de tous les secrétariats, les états généraux, si on peut dire, effectivement, de nos candidats, de façon à porter, non pas les 4 problèmes majeurs dont nous avons parlé, mais il y en a 10, avec 2 solutions à chaque fois, afin de bien sensibiliser effectivement les candidats à la sécurité routière. Voilà. Je remercie effectivement tous les participants et toute notre assemblée d'avoir bien voulu se déplacer aujourd'hui afin de prendre acte effectivement de nos soucis en matière de sécurité routière.